Merci à Si Mohamed Bahri de nous accueillir à la librairie El Moaz. C'est la deuxième fois qu'il accueille notre maison d'édition, Méditerranée Édition Fandabakar. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, notre maison d'édition édite essentiellement des magazines spécialisés dans la santé, la gastronomie et la culture. Et depuis une année, on a eu envie aussi d'éditer des livres. Donc c'est un métier dans lequel, qui est un peu à part, dans lequel on entre à petits pas, mais avec plaisir. Et donc c'est un métier aussi dans lequel j'entre sur des coups de cœur. Et mon deuxième coup de cœur, ça a été Jacob Lelouch. Jacob est un ami de longue date et quelqu'un que je connaissais parce que je fréquente comme tout le monde le dernier restaurant cachère de Tunisie, qui est Mamie Lili à la Goulette. Et entre-temps, j'ai aussi appris à connaître l'autre Jacob, pas le restaurateur, mais l'homme de lettres, l'homme qui aimait écrire. Et celui-là, je l'ai connu déjà alors que j'étais encore à Genève et parfois j'allais lire ses chroniques et elle m'appelait vers la Tunisie d'où j'étais éloignée. Puis il a créé Dar el-Dhikra, donc une association qui se charge de ne pas laisser mourir, et il vous en parlera, la mémoire de la communauté juive, mais pas seulement, les rapports qu'elle avait avec les Maltais de Tunisie, avec les musulmans de Tunisie. Et quand il est venu me dire, après avoir édité le calendar, un calendrier d'un autre monde que vous n'avez peut-être pas eu tous la chance d'avoir, mais moi je l'ai, il est magnifique. Et en fait, quand il m'a dit, voilà, j'ai des textes, j'aimerais ci, j'aimerais... Je me suis dit, oui, pourquoi pas, franchement, ça me dit, tous ces textes, moi, ils me plaisaient, ils me faisaient rire, ils provoquaient pas mal d'émotions aussi, parce qu'il y a quelques textes, pas tous, mais franchement, quelques-uns seulement, qui sont aussi tristes, comme seuls les Juifs savent le raconter, il faut le dire. Et donc cette idée de mélanger, comme aussi seuls eux savent si bien le faire, des recettes, des histoires, on se sent vraiment dans une cuisine d'une maman juive avec les copines qui entrent, qui sortent, qui racontent des anecdotes, les cris, les rires. Et tout cet esprit-là, les proverbes aussi, se retrouvent dans le livre. Donc voilà, on a commencé cette aventure il y a 1 an et demi, on a voulu faire un beau livre, c'est pour ça que ça a pris autant de temps. Il a fallu faire de belles photos, de belles images, de manière à offrir aussi un ouvrage gourmand qu'on puisse dévorer également avec les yeux. Et voilà, il est sorti la semaine dernière. J'ai été ravie d'aller avec Jacob à l'Arriba, ce d'autant que pour lui, c'était la première fois qu'il visitait l'étrangère l'Arriba. Et je lui laisse la parole pour vous parler de ce magnifique pèlerinage. Bonsoir, merci. Alors déjà, je vais retirer mon étoile jaune parce que je me présente ce soir en tant que Tunisien et non pas en tant que Juif. Et, excuse-moi, hein, ça me... Non mais... je t'en prie. En fait, c'est vrai que cet ouvrage, on a dû vivre un petit peu la gestation d'un éléphant pour le voir aboutir, et c'est tant mieux parce que finalement le résultat est assez satisfaisant de mon point de vue. J'espère qu'il le sera du vôtre également. Et est-ce qu'on pourrait baisser la musique? Parce que je ne sais pas si je dois chanter ou si je dois me lever danser ou alors si je dois... Et voilà, c'est vrai qu'il y a quelques 3 ans maintenant, bientôt 4, j'ai créé avec un groupe d'amis une association qui s'appelle Dar el-Dhikra, la Maison de la Mémoire, qui est l'association pour la sauvegarde du patrimoine judéo-tunisien.
Et dans ce cadre-là, on essaie de pérenniser un petit peu ce patrimoine et de faire en sorte que les Tunisiens, dans le sens le plus large du terme, se le réapproprient, parce que ce patrimoine ne m'appartient pas plus qu'à ma mère ou à mes enfants, il appartient à tous vos enfants, à tous les Tunisiens. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que nous en ayons réellement conscience si on veut vraiment construire une société du vivre ensemble. Et bon, c'est vrai que mon domaine de prédilection au départ est quand même un peu la cuisine. Je suis un peu hypocrite quand je dis ça parce que c'est vraiment la communication à la base. Et d'ailleurs, je tiens à saluer mes formateurs qui sont présents dans la salle, c'est-à-dire Paris-Dauphine. Et voilà, donc en fait, j'ai atterri un jour comme ça dans le chaudron de la cuisine et de la gastronomie, un peu par hasard. Et j'ai décidé un jour d'en faire mon métier, parce que la cuisine, c'est vraiment le métier de communication par excellence. On communique vraiment à travers tous les sens. Le goût, l'odorat, l'ouïe, tout, la vue. En arabe d'ailleurs on dit l'aïn tekol. Voilà, c'est vraiment très très complet. Et en allant gratter un petit peu dans toutes nos recettes traditionnelles tunisiennes, je me suis rendu compte aussi que, effectivement, la communauté juive qui était en Tunisie, venue de différents horizons, parce qu'une partie de cette communauté est venue de Palestine, une autre est venue de Turquie, une autre est venue d'Andalousie, d'Espagne ou du Portugal, et chacun a amené avec soi ses recettes et ses traditions. Et en fait, il y a eu des mariages, et les plus beaux mariages ont été ceux qui se sont déroulés avec la culture locale. Parce que bon, si vous prenez par exemple le couscous boulette dans la tradition juive, qui est un couscous blanc avec des légumes, c'est une sorte de pot-au-feu en fait, accompagné d'un couscous, avec la boulette, avec le rasben, avec tout ça, vous vous rendez compte qu'en fait à l'origine c'est un plat qui vient d'Espagne, qui s'appelle encore de nos jours le cocido madrileño, et qui est un pot-au-feu servi avec des petites pâtes, avec des boulettes, avec des saucisses, avec tout ça. Et en fait je pense que lorsqu'ils sont arrivés en Tunisie, ils n'ont pas trouvé les petites pâtes, mais ils ont trouvé un couscous. Et donc ils ont fait ce mariage qui est un peu différent du couscous traditionnel rouge que l'on mange ici. Et on retrouve le même en Algérie, absolument. Et donc ces mariages un peu, pour certains aberrants, etc., ont donné en fait naissance à une véritable gastronomie. Il se trouve que la Tunisie n'a jamais été très forte en matière de communication, mais je pense qu'on peut, si on arrivait à mieux se vendre et à mieux communiquer, on arriverait à dépasser, mais de très loin, je suis désolé s'il y a des Marocains dans la salle, la gastronomie marocaine, qui est simplement une association d'épices et de choses comme ça. Je pense qu'il y a un peu, c'est un peu usurpé, quoi, mais nous avons, nous en Tunisie, une véritable tradition gastronomique, mais nous n'avons pas su le faire savoir au reste du monde. Bon, j'espère que j'aurai mis la première pierre à l'édifice de la construction d'une gastronomie tunisienne, et non pas que je me prenne pour la homoxanef de la nouvelle cuisine, ou à la boxanef, oui. Mais voilà, quoi, c'est vrai que c'est... Alors il y a une chose qui est très importante, et c'est un petit peu comme ça que j'ai voulu aussi cet ouvrage. Je suis un partageur. Lorsque quelque chose me plaît, une musique me plaît, j'aime la faire partager aux autres, aux amis.
lorsqu'un plat me plaît, j'aime le faire découvrir, j'aime le partager en fait. Et là, cet ouvrage, je l'ai conçu un petit peu comme dans un esprit de partage. Aujourd'hui, j'ai été interrogé sur une radio et on m'a dit « oui, mais vous n'avez pas peur quand même que votre restaurant prenne un coup du fait que vous allez dévoiler toutes vos recettes ?» Non, parce que c'est vrai que ce sont d'abord des recettes qui sont authentiques, c'est les vraies recettes de ma maman, les miennes. J'ai retravaillé quelques plats pour pouvoir les alléger un petit peu, parce que bon, dans la tradition quand même, on met beaucoup d'huile, on met beaucoup de choses comme ça. Donc j'ai essayé d'alléger un petit peu ces recettes. Et ça ne m'effraie pas du tout, au contraire, parce que si vous faites les choses dans un esprit de partage, il n'y a rien qui puisse vous effrayer. Et je pense que si on fait la cuisine comme on fait tout le reste, que ce soit l'amour ou autre chose, ma foi, vous n'avez rien à craindre, quoi. Vous vous donnez de vous-même et en retour, vous recevez beaucoup plus que vous n'avez donné. Et à côté de ça, alors pourquoi cet ouvrage s'appelle « Tranche de vie et pain perdu », c'est que, à ne pas confondre avec « Tranche de pain et vie perdue », comme beaucoup pourraient le croire, non, ma vie n'est pas perdue, au contraire, j'ai gagné, et nous avons été beaucoup à gagner du fait de mon retour en Tunisie il y a 20 ans. Ma mère s'est offert une seconde jeunesse depuis que nous avons ouvert ce restaurant, et moi-même, en fait, j'ai l'impression d'avoir gagné des tas d'années, et même si j'ai l'impression de n'être arrivé qu'il y a 15 jours en Tunisie, alors que ça fait 20 ans maintenant que je suis revenu. Et donc, j'ai voulu présenter, parce que j'ai vécu des tas de petites aventures, et maman m'en a raconté, et puis d'autres me les ont racontées également, des petites aventures goulettoises, enfin, c'est plein d'émotions, plein de sentiments, on va dire, parce que tout ça est dit avec le cœur et raconté avec le cœur, et toujours dans cet esprit de partage, parce que lorsqu'une histoire, je crois que vous avez tous vécu plus ou moins des soirées où il y a toujours quelqu'un qui va dire « Ah, dis donc, tiens, je vais vous raconter la dernière. » On a du mal à écouter quelque chose et à le garder pour soi. On a besoin de le raconter. C'est pas du tartanisme, c'est simplement du partage avec les autres. Et voilà, donc, et je me suis retrouvé un jour face à une éditrice un peu folle qui a voulu jouer la carte de l'originalité également, parce que nous sommes malgré tout dans un pays où, pour l'instant encore, il n'est pas toujours de bon ton de dire que vous êtes différent. Et moi, ça fait maintenant quelques années quand même que, je ne vais pas dire que j'affirme, mais en tout cas, j'assume mes différences, et je les vis parfaitement bien. Et donc, effectivement, avec Sanda, ça a été une rencontre, certes ancienne, mais une re-rencontre, on va dire, puisque elle a découvert une des cordes supplémentaires de ton arc. Et de ma gêne, de ma grenouille. Et voilà, bon, ben... J'avais envie de vous raconter aussi d'autres histoires dans ce bouquin à travers les recettes, mais j'ai préféré garder ça pour peut-être un autre bouquin ou autre chose, enfin parce que ça n'était pas vraiment, ça n'est pas un livre d'histoire dans le sens histoire avec un grand H, c'est un livre d'histoire avec un petit H, c'est-à-dire les petites histoires, les khaïf, les akayed. Mais j'avais envie quelque part de raconter quand même une histoire, l'histoire de ces plats, l'histoire de cette cuisine. Vous savez, comme je vous disais tout à l'heure, la communauté juive vient de différents endroits autour du bassin méditerranéen.
chacun ayant apporté avec lui ses traditions, un peu en offrande à cette terre d'accueil. Et voilà, donc si vous prenez des plats comme l'arrod, qui sont considérés comme très tunisiens, on est très surpris d'apprendre qu'il existe exactement le même plat en Espagne sous l'appellation de callos a la madrileña, que la paella viendrait éventuellement de Turquie, que les briques elles-mêmes à la pomme de terre viendraient de Turquie, mais avant la Turquie viendrait d'Inde. Et d'ailleurs, en Inde, ça porte à peu près le même nom, puisque les samosas ont donné les samsa en Tunisie. Et voilà, donc j'avais envie, mais je me suis dit non, ça va être trop sérieux. Donc il faudra peut-être que vous me subissiez à nouveau dans pas longtemps, au travers d'une édition peut-être un peu plus recherche, histoire et science. Voilà. Écoute, merci. On peut vraiment t'applaudir. Il y a toujours beaucoup d'émotions et tu l'as aussi partagé dans le livre que tu nous as offert. C'est vrai que l'accouchement était long, mais on tenait vraiment à MESB à mettre en valeur les textes de Jacob. Le choix des images, pour les recettes, bien évidemment, on a travaillé ensemble, mais par rapport au texte, au pluriel, il a fallu quand même faire des recherches un peu plus poussées pour trouver des images qui vraiment correspondaient à ces textes et pour bien faire rentrer les gens dans le livre. Alors bien sûr, il y a toujours une petite histoire. En fait, je ne suis pas du tout folle, contrairement à ce que Jacob prétend. J'étais sûre que ce serait un best-seller. J'ai fait juste semblant d'être folle, voilà, pour pouvoir éditer ce magnifique livre. Bien évidemment, comme pour notre premier livre, les choses ne se font jamais par hasard, on a aussi un petit marque-page, donc un petit cadeau qu'on vous offre. Cette fois-ci, la première fois c'était prétexte pour rire, et cette fois-ci aussi il y a une petite histoire avec ce marque-page. Pas mal des proverbes du terroir sont un petit peu, on va dire, osés, et quelques mots qui peut-être pourraient choquer quelques-uns ont été remplacés par des bips, parce qu'on avait peur de la censure. J'aurais pas voulu qu'un jour on retire ce livre des librairies sous prétexte que certains mots sont un petit peu osés. Alors si jamais censure devait se faire, on ne retirerait que le marque-page, et en fait je le réimprimerai bien évidemment tout de suite pour le remettre au libraire, mais voilà, ce serait moins pire que le livre. Et donc dans le livre vous trouverez ces proverbes un petit peu osés avec des bips en français et des titres en arabe pour remplacer les mots un peu osés, mais on les a rassemblés là, comme ça là vous avez une espèce de magma de bips et de titres Canal+, mais version décodée. La dernière chose que je voulais dire, c'est remercier toutes les personnes qui ont bien sûr participé, même si dans l'édition, Gallimard ne remercie pas ses équipes à chaque fois qu'ils sortent un livre, mais en Tunisie c'est différent, le monde de l'édition. C'est un monde... Mais c'est pour ça que j'ai rajouté pompeusement mon nom au nom de ma société, en me disant que peut-être qu'un jour je le deviendrai. Non, à ce rythme-là, je ne risque pas, avec un livre par an, mais fait avec beaucoup d'amour. Mais par contre, donc, je tenais à remercier bien sûr toute mon équipe, et à leur tête Magali Amourouni qui est là, qui a donné beaucoup de son temps, Elam Selati qui est professeur à l'université, donc voilà, de français, et évidemment Alia Bakar Bournaz qui n'est pas là, mais son petit-fils est là, sa sœur est là dans la salle, et vraiment je tenais à rendre hommage à leur maman qui a planché aussi sur ce livre avant qu'on l'imprime. Donc je voulais juste... Il me laisse jamais le dernier mot. Mais non, mais je vais te rendre le micro, tu vas pouvoir même chanter. Je voulais juste remercier aussi Rased Nafti, qui a été d'une aide extraordinaire pour moi, et puis qui a eu l'extrême gentillesse de rédiger la préface de ce bouquin avec le cœur. Et c'est vrai que certains m'ont dit, mais
pourquoi c'est Racine qui a fait cette préface? Il n'est pas connu. Mais justement, je ne voulais pas de quelqu'un de connu en préface, parce que je crois que tout ça a été fait avec beaucoup de simplicité, beaucoup de cœur. Et si nous avions eu, je ne sais pas moi, Frédéric Mitterrand, qui se serait fait peut-être un plaisir de préfacer, on aurait eu la photo de Frédéric Mitterrand partout, ce qui est très bien, mais je veux dire, il n'est ni juif, ni tunisien, ni, ni cuisinier, ni rien du tout. Alors que Racine, qui est un peu tout ça, et puis l'a fait comme un fils va préfacer le bouquin d'un papa. Voilà. Merci encore, Racine.